font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Je les remercie doublement parce qu'ils ont voyagé cette nuit et ils sont là présents pour répondre à vos questions et pour être nos témoins de ce partenariat exemplaire que nous entretenons avec Dakar. Donc, Monsieur Yoroba, vous voulez vous présenter? Merci Michel. Alors, je suis Yoroba. Je suis le 3e adjoint au maire de la ville de Dakar, en charge de la coopération décentralisée et des relations internationales. Merci. Et je voudrais saluer aussi Soham El Wardini qui est là, qui porte un très beau costume sénégalais et qui est l'adjointe à la culture de la ville de Dakar et qui est éminemment concernée aussi par notre réunion puisque leur présence ici s'inscrit dans Marseille, capitale européenne de la culture, et nous avons avec la ville de Dakar un programme culturel très riche qui a déjà commencé hier au soir, mais qui va se poursuivre pendant toute la semaine. Et donc je voudrais aussi saluer la présence de la société civile ici à Marseille, qui représente pour partie la diaspora aussi installée sur notre territoire et qui contribue très largement à favoriser ces relations avec, entre le Sénégal et Marseille. Également, mais vous vous présenterez ensuite, Monsieur Avodjian, qui est également un entrepreneur qui nous accompagne souvent dans nos destinations internationales. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Oui, merci. Donc, je suis Babacar Ba, je suis le directeur régional du groupe Bank of Africa, qui est présent dans 16 pays, parmi lesquels le Sénégal, et donc la filiale BOA France, qui est à Marseille depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc, nous sommes le réseau des Bank of Africa et préoccupés au premier plan par toutes les questions qui sont relatives, en tout cas, à la diaspora, cette grande diaspora africaine, et naturellement, le débat en cours sur les concepts de bibancarisation, et en tout cas avec les flux que nous sommes en train de traiter. Donc c'est aussi un honneur pour moi d'être à cette table ronde. Donc merci aussi au service international de la ville de Marseille. Bien, donc moi je suis Jacques Avdoyan, je suis agent commercial sur la région PACA, mais je suis aussi, je travaille aussi à Dakar parce que j'ai un bureau à Dakar et je travaille en relation directe avec les Dakarois puisque je leur expédie pas mal de marchandises, que ce soit alimentaires ou autres. Et je vais régulièrement, si vous voulez, à Dakar, 3 ou 4 fois par an, pour voir un petit peu ce qui se passe et les besoins. Et a priori, je pense qu'avec les changements de gouvernement, de président de la République, etc., nous en avons parlé la dernière fois avec monsieur le maire de Marseille et le maire de Dakar, puisque j'étais à Africité avec eux pour le 1er décembre. A priori, il y a beaucoup de choses à faire sur cette année et j'ai un projet d'ici la fin de l'année sur Dakar et je vais me rendre absolument d'ici fin septembre ou mi-octobre. Je vais retourner sur Dakar et la surprise que j'ai, c'est qu'à partir d'hier, il va falloir prévoir un visa pour pouvoir rentrer au Sénégal. Et là, c'est la grande surprise du jour. Mais bon, celui qui veut travailler avec l'Afrique, il a toujours la possibilité de voir ce qui se passe et je ne pense pas que ce soit un obstacle. Merci, monsieur. Merci. Donc, vous l'avez compris, en dehors d'une coopération bilatérale qui est très importante, donc comme je le disais, qui est exemplaire entre Marseille et Dakar, que nous nourrissons chaque année avec des coopérations nouvelles que nous portons à la fois techniquement et politiquement avec beaucoup d'enthousiasme. La présence de M. Touré ici en témoigne, puisqu'il a été un des artisans d'un échange très fructueux en matière d'ingénierie financière. Si vous voulez en dire un petit peu. Oui, alors, l'un des sujets, donc je suis l'adjoint aux finances de la ville de Marseille depuis 18 ans, et la ville de Marseille, d'abord, il faut le savoir, c'est une ville difficile à gérer parce qu'elle est immense. Il ne faut jamais oublier que Marseille, c'est 2,5 fois Paris. Et que deuxièmement, une partie de notre population a des revenus très très faibles. Et donc, à la fois satisfaire la population, mais investir, transformer la ville, et vous voyez la transformation, est difficile et nous devons faire très attention. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, avec Dakar, nous avons des relations,
et que nous avons une gestion assez précise pour pouvoir savoir ce que nous serons dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, c'est avec Dakar qui, vous l'imaginez aussi, c'est pas facile de gérer une ville comme Dakar avec beaucoup de difficultés et surtout énormément de besoins. Et donc, l'idée, c'est de leur dire, de regarder ensemble comment on peut prévoir l'avenir pour ne pas partir dans des décisions qui, après, on n'arrivera pas à financer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les services financiers de la ville de Marseille et que les services financiers de la ville de Dakar ont des liens. Nous avons fait des projections, enfin je ne rentre pas dans le détail, nous avons des liens et j'étais également présent à Africité à la fin de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. J'ai animé une table ronde sur les finances dans le cadre des grandes villes africaines. Voilà, donc ça c'était le premier sujet. Puis il y a un deuxième sujet plus précis, c'est tous les problèmes d'investissement et du fonds d'investissement de la ville de Dakar. Mais il y a encore d'autres sujets sur lesquels la ville de Marseille travaille en coopération avec Dakar. Alors c'est notamment tout ce qui concerne les plages, la protection, la transformation des plages. Et ici il y a des présents. Et puis le troisième sujet d'actualité va être le tourisme, puisque là aussi la ville de Marseille n'était pas une ville tellement touristique. Or, nous avons une chance inouïe. Vous le voyez, le site, la Méditerranée, la transformation de la ville. Nous avons énormément investi dans ce domaine, seul et avec l'aide, bien sûr, d'investisseurs. Et derrière vous, il y a l'Hôtel Dieu qui est un 5 étoiles. Et tout ça est lié à la ville de Marseille qui a racheté l'Hôtel Dieu, qui l'a loué, enfin, un grand hôtelier. Enfin, le tourisme est quand même... Alors, c'est faible en pourcentage de personnel, mais c'est là d'emploi, mais c'est quand même très très important parce que c'est le secteur économique à Marseille qui actuellement a la croissance la plus rapide et c'est jamais le fruit du hasard. Une transformation de ville ne se fait pas si facilement que cela. Et donc c'est dans ce domaine où naturellement Dakar et le Sénégal ont des atouts considérables, des atouts qui n'ont pas été tous joués, puisque aujourd'hui c'est Dakar et Marrakech. Alors, pardonnez-moi de faire un peu d'humour, mais enfin, je pense que le Maroc a déjà bien avancé sur le thème. Comment ? Je peux le dire, je vous vexe pas. On est d'accord, mais nous on était en retard aussi. Donc, c'est certain que le Maroc, sur le domaine du tourisme, a énormément avancé et que Dakar, c'est aussi bien, sinon mieux que le Maroc, parce qu'au mois de novembre, décembre, il fait encore chaud à Dakar, tandis que parfois à Agadir ou ailleurs, il fait froid. Moi, je me suis gelé à Agadir au mois de février de mars, tandis que j'ai jamais eu froid à Dakar. Donc vos plages sont aussi belles, elles sont guère éloignées, elles sont aussi belles que celles qui sont un peu au nord, et tout ça pour dire que, alors je parle des plages, mais il y a d'autres sujets, il y a les bêtes, naturellement, il y a 1001 sujets sur le tourisme, tout ça pour dire que ça me paraît un atout majeur et qu'il faut le jouer, et donc c'est là où nous préparons avec l'Europe, c'est avec l'Europe, avec le ministère des Affaires étrangères, tout un projet pour faire quelque chose avec vous et essayer de faire ensemble quelque chose qui soit une réussite. Alors, je vais juste rajouter, puisque vous venez de parler de Marrakech, pour vous dire que nous avons... Pardonnez-moi la concurrence. Mais pas du tout. C'était simplement pour vous dire que nous avons, lorsque nous nous sommes rencontrés justement avec les maires de Marrakech et de Dakar, en tout début d'année, puisqu'ils étaient présents pour l'ouverture de Marseille, capitale européenne de la culture, donc c'était au mois de janvier, et l'idée est venue, pourquoi ne ferions-nous pas un accord tripartite ? Et je dois vous dire qu'on n'a pas attendu, puisque le 9 mai, à l'invitation de Madame El Mansouri, la maire de Marrakech, qui sera donc présente à Marseille le 5 juillet, pour l'ouverture de ce mois officiel, de ce mois de l'international, nous avons signé un accord tripartite en ayant 3 thèmes de prédilection qui sont partagés par ces 3 villes, que sont le tourisme, dont vous venez de parler, la culture, bien sûr, et vous en aurez une traduction tout à fait concrète pendant toute cette semaine, puisque Marrakech va aussi présenter la reconstitution de la place Jemaa Fna.
Et le troisième sujet, c'était le développement économique local. Donc vous voyez qu'on a essayé de réfléchir ensemble tous les trois et on espère trouver les financements adéquats, que ce soit auprès du ministère des Affaires étrangères français ou auprès de l'Europe pour nourrir ces partenariats. Monsieur Bas, si vous voulez dire un petit peu comment vous percevez cette coopération et comment ensuite on peut trouver des prolongements avec tous les partenaires de notre territoire et du vôtre. Merci Michel. Alors merci à tous déjà d'être présents ici. Je dois commencer déjà par dire que jusqu'à une période récente, et ça je l'ai dit surtout à l'intention du public ici présent, que la coopération en fait était une compétence exclusivement réservée à l'État. En tout cas, en ce qui concerne un peu nos pays. C'est juste un petit rappel que je fais là. Et que les collectivités locales n'avaient pas toujours vocation à être des acteurs de la vie internationale. Ce n'est plus le cas depuis quelque temps. Et justement, la coopération décentralisée, souhaitée et recherchée comme complément aux efforts de développement, est une réalité. Et en ce sens, justement, la coopération entre Marseille et Dakar, comme l'a dit si bien dit d'ailleurs le maire Godin, est un partenariat d'exception, on peut le dire comme ça, avec plusieurs volets sur lesquels nous travaillons. Alors, je vais en donner quelques exemples. Au plan d'abord de la gestion financière, au plan de l'aménagement urbain, au plan de l'économie et de l'emploi, mais aussi et surtout, j'allais dire, au niveau de la culture et de l'éducation. Alors, les retombées sont très importantes. Il y a d'abord des échanges et des visites. On ne peut pas compter le nombre de visites qu'il y a eu entre des techniciens de Marseille vers Dakar ou ceux de Dakar vers Marseille. Il y a des échanges d'expériences et d'informations, de savoir-faire en matière financière. Je pense que le maire, l'adjoint au maire, M. Touré, en a parlé tout à l'heure, et c'est un des aspects très importants de la coopération entre nos deux villes. Il y a également entre Dakar et Marseille, il y a eu des échanges d'expériences, d'informations et de savoir-faire aussi en matière d'aménagement urbain. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a eu un appui à la mise en place de plateformes pour le développement d'emplois et de création d'activités génératrices de revenus. Il y a eu un appui. À Dakar, il y a un fonds qu'on appelle le FODEM, qui est une espèce de petite banque qui aide énormément les populations, surtout celles démunies, qui leur fait de petits prêts et qui permettent à ces populations-là de pouvoir mener des activités. Et de ce point de vue, Marseille a eu une très bonne expérience qui nous a été très utile. Au total donc, il y a également un accompagnement, il faut le dire, de la politique d'éducation et de formation en ce qui concerne la ville de Dakar. Il y a eu des classes informatiques qui ont été mises en place, j'allais dire, avec l'appui de Marseille. Il y a également l'aménagement des plages de la ville de Dakar. Bref, si on doit faire le point de la coopération entre Marseille et Dakar, il faut dire que c'est une coopération transversale qui part des finances à l'éducation, en passant par le tourisme et surtout par la culture. Voilà donc vraiment de manière très ramassée quelques mots sur cette coopération entre la ville de Dakar et celle de Marseille. Oui, il faut dire aussi qu'on profite de la présence à Marseille d'un bureau de l'Agence française du développement qui est partenaire de notre projet d'ingénierie financière et que le CEFEB, qui est le Centre d'études financières et bancaires, qui est installé ici à Marseille et avec lequel la ville de Marseille a une convention générale, a accueilli beaucoup de fonctionnaires de la ville de Dakar qui travaillent à la direction des finances. Donc cela aussi fait partie de l'association de nos partenaires du territoire pour nourrir cette coopération. Alors là, nous sommes en train de parler de la coopération de ville à ville, d'une coopération bien installée maintenant institutionnelle, mais il faut vous dire aussi que avec des experts de la ville de Marseille,
Jacques Uzer, qui était il n'y a pas longtemps à Dakar, qui est donc un des directeurs de la grande direction de la valorisation des équipements et a en responsabilité l'aménagement et la sécurité des plages. Jacques, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour montrer de façon concrète ce que l'on fait à Dakar? Alors, une visite de Dakar. Ouais. Alors, Tournez-vous vers... voilà, je vais me tourner vers vous. Donc, au niveau de Dakar, on a une coopération qui date d'à peu près un an. L'année dernière, en juillet, on s'est rencontrés sur la problématique des plages. Dans un premier temps, la ville de Dakar nous a demandé de faire une première visite, une expertise globale sur la situation des plages. Il y a 26 plages à Dakar, et donc 15 qui sont d'ailleurs ouvertes à la natation, les autres ne le sont pas. Donc, on a décidé à ce moment-là de travailler d'une part sur la réalisation d'un schéma directeur sur les plages, dans laquelle on retrouvera en particulier les questions d'aménagement, les questions de gestion des plages, les questions d'animation des plages et les questions de la sécurisation des plages. Donc 4 thématiques importantes qui sont intégrées dans un schéma directeur. Parallèlement à cette opération, nous avons identifié un site pilote qui est la plage Ngor, sur laquelle nous allons faire un certain nombre d'aménagements, et en particulier, dans le détail, on a vocation à équiper les maîtres nageurs qui se trouvent sur ces plages. On a vocation à participer à la réalisation d'un poste de secours. On a la vocation aussi de faire un balisage en mer, de telle sorte qu'on puisse faire de l'apprentissage de natation en mer, puisque Dakar possède qu'une seule piscine qui est en travaux actuellement d'ailleurs. Et par ailleurs, il y a toute la problématique de gestion, c'est-à-dire d'entretien de cette plage, qu'on est en train sur lequel on travaille, en particulier en termes de formation. Pour le schéma directeur, la première étape est atteinte, puisqu'on a déjà fait un inventaire avec le service de la DDU, c'est la Direction du Développement Urbain, l'inventaire de toutes les études qui ont déjà été réalisées sur les plages. Et on en a fait une première synthèse. Cette synthèse a vocation à déboucher donc sur un schéma directeur, ce qui veut dire un cahier des charges finalement qui va s'étaler sur un certain nombre d'années, dans lequel on va établir toutes les actions à réaliser sur ces plages et dans les termes que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, la conduite se fait en termes d'organisation. Nous avons mis en place une structure commune qui est un comité technique sur lequel, avec les services techniques de la ville de Dakar et nous-mêmes, on a la vocation d'élaborer un certain nombre de fiches d'action et qui ont vocation à être par la suite validées par un comité de pilotage qui sera composé d'un élu de la commune et les 12 maires d'arrondissement qui sont sur la frange du littoral. Et naturellement les services de l'État qui ont vocation à être présents dans le domaine de la sécurité et les experts techniques qui ont élaboré ce schéma directeur. Alors on se positionne sur une période de 3 ans. A priori, ça dépassera les 3 ans vu la tâche considérable qui nous attend. Mais bon, pour l'instant, on a un timing qui est positionné sur 3 ans. Voilà. Je suis à votre disposition pour les... Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors après, peut-être le tourisme, nous avons une séquence qui est dédiée au tourisme qui aura lieu après-demain. Donc, ce qui est une grosse partie aussi de notre coopération avec Dakar. Et on s'appuie pour mener à bien cette coopération sur une association qui s'appelle ICD et qui a un bureau à Dakar et qui est spécialiste reconnue nationalement pour cette coopération en matière de tourisme. Et donc ça m'amène tout naturellement à vous dire que cette coopération, bien sûr, elle se fait avec nos experts de la ville de Marseille, c'est-à-dire fonctionnaires, ingénieurs et administratifs, mais elle s'appuie aussi sur des partenaires locaux. Et je crois qu'aujourd'hui, on souhaiterait encore renforcer les liens qu'il y a avec la diaspora sénégalaise de notre territoire. Et je crois que c'est elle qui est aussi bien placée pour nous accompagner, même quelquefois nous précéder
dans le développement d'actions de coopération que l'on peut mener. Alors bien sûr, comme le disait notre ami Yoroba, vous avez une reconnaissance un peu tardive de l'action internationale des collectivités territoriales. Nous, cette reconnaissance n'est pas si... Elle est même jeune, puisque c'est une loi en 1984 qui a reconnu l'action internationale des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, donc on est dans la 3e phase de ces lois de décentralisation, et il y a un nouveau texte qui est en préparation pour élargir encore la sphère de compétences des collectivités territoriales, qui ne sera pas uniquement réduite aux missions de chacune des collectivités territoriales. On pourrait aller au-delà, c'est-à-dire ce qu'a fait déjà la ville de Marseille, c'est de travailler en partenariat ici, sur notre territoire, avec les hôpitaux, avec la chambre de commerce, avec l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, avec l'Institut de recherche et de développement, avec l'Agence française de développement, je ne vais pas toutes les citer, mais surtout avec des acteurs de la société civile, des associations et aussi beaucoup d'acteurs culturels. Mais au-delà, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on doit se rapprocher davantage de la diaspora, ce qui m'a conduit tout naturellement à vous passer la parole. Donc merci beaucoup Madame la Directrice, et vous me permettrez naturellement, puisque vous parlez de ce prolongement vers la diaspora, de saluer la présence des personnes ressources de cette diaspora sénégalaise dans cette salle. Il y a M. Alioune Diallo, qui est un ancien directeur de Air Afrique, qui est un Sénégalais établi à Marseille, qui est parmi nous et qui est aussi très au fait des questions de la problématique aujourd'hui, de la nécessité de l'établissement d'une ligne aérienne, Marseille-Dakar, pour faciliter tout ce que vous êtes en train de faire. De M. Khadim Sorna, qui est aussi un des responsables de la communauté mouride de Marseille, puisqu'on sait que Marseille est carrefour d'Afrique, que l'immigration mouride y est depuis très longtemps. Les autres qui l'accompagnent, M. Malik Ndiaye, qui est aussi un fonctionnaire de la ville de Marseille, et tous les autres qui sont là. Alors, naturellement, vous parlez aujourd'hui du prolongement de cette coopération, puisque le maire de Dakar l'a si bien noté. Il y a eu un essoufflement de l'aide bilatérale qui a amené à penser la coopération décentralisée. Et aujourd'hui, force est de reconnaître aussi que ça s'essouffle un peu, d'où la nécessité de trouver d'autres pistes de financement. Alors, je vais quand même vous dire rapidement, puisque le président américain Barack Obama vient de quitter l'Afrique, et pendant son séjour, le signal est extrêmement fort, puisqu'il a dit à l'Afrique que l'Afrique monte et que les États-Unis ne doivent pas rater cette opportunité. Ça doit relancer le débat au niveau de l'Europe, d'abord parce que l'Afrique c'est le marché de demain, d'abord parce que l'Afrique c'est la seule et unique zone de prédilection de l'Europe de demain. Et je vais vous dire pourquoi, et je vais maintenant axer sur naturellement la diaspora. Parce qu'aujourd'hui nous avons deux choses qui ont été impactées par la crise financière. La première, c'est l'aide publique au développement qui a baissé. La deuxième qui a baissé, ce sont les investissements directs étrangers. Seuls les envois de la diaspora continuent à progresser. Avant la crise de 2008, on était à 21 milliards de dollars transférés vers l'Afrique subsaharienne. En 2011, les estimations tablent sur 31 milliards de dollars qui vont arriver. En 2012, on table sur 33 milliards de dollars pour atteindre 36 milliards de dollars en 2014 et 39 milliards de dollars à l'horizon 2015. Ça veut dire qu'au moment où l'aide publique au développement continue de baisser, au moment où les investissements directs étrangers continuent de baisser, les envois des Africains de la diaspora continuent d'augmenter et de maintenir ce continent debout. D'où l'impérieuse nécessité, naturellement, des acteurs, que ce soit publics ou privés, centraux et décentralisés, de réfléchir ensemble avec une vision concertée pour mieux mobiliser cette épargne. Et là, je pense que c'est aussi un appel que je lance par rapport à la mairie de Dakar. Il faudrait, je pense, pour redynamiser ce partenariat-là qui dure depuis 43 ans, il me semble que nous magnifions au passage, je pense, mieux intéresser la diaspora sur place. D'abord parce que cette diaspora-là, aujourd'hui, nous savons ce que le Maroc, que vous avez cité tout à l'heure, a réussi à faire. Le Maroc a réussi à faire ce qu'on appelle de l'inclusion financière. Parce que dans la chaîne de transfert d'argent,
il y a deux acteurs, ceux qui envoient et ceux qui reçoivent, les récipiendaires. Alors aujourd'hui, le principe de bibancarisation qui est d'actualité, puisque les flux continuent à arriver et que ces flux-là ne servent pas à financer les économies de nos pays, parce qu'ils sont destinés à 95% à la consommation. Nos États aujourd'hui en Afrique subsaharienne, surtout et spécialement le Sénégal, et quand je parle de Dakar, c'est derrière Dakar tout le Sénégal, puisque c'est la capitale du Sénégal, nos États aujourd'hui ne réussissent pas et ne parviennent pas à capter cette masse importante qui permet de financer les économies de nos pays. Donc concrètement, comment on peut maintenant ici, au niveau de cette coopération Marseille-Dakar, poser les bases d'une coopération pour mieux intégrer et de façon efficiente cette mobilisation de la ressource, des ressources de la diaspora. Parce que nous avons besoin, si on prend le cas du Sénégal, le ministre des Finances nous annonce que 694 milliards sont rentrés au Sénégal en cette année pour, en tout cas, les envois qui correspondent à des besoins d'urgence. Donc ça veut dire que c'est du cash à cash. On n'arrive pas à mobiliser cette somme. Il faudrait aujourd'hui qu'on trouve les moyens de mobiliser cette somme, ce que naturellement nos amis du Maroc ont réussi à faire avec de l'inclusion financière, donc du compte à compte, qui permet de capter, de mobiliser de façon efficiente et optimale ces ressources pour refinancer les économies de nos pays. Et je pense que aussi au niveau de la ville de Dakar, nous devons réfléchir avec cette diaspora pour voir comment, dans ces concepts de bibancarisation solidaire, donc la deuxième phase de la bibancarisation classique, comment on peut, dans cette bibancarisation solidaire, c'est-à-dire pousser et réussir à mobiliser la diaspora pour pouvoir mieux peser sur les décisions des acteurs. Et cela, naturellement, appelle à une vision concertée et commune entre les acteurs ici et là-bas. D'abord parce que les ratios réglementaires sont fixés par les États. D'abord parce qu'aussi il y a toutes ces conditions réglementaires qui sont fixées par les collectivités locales que vous représentez. Donc là, je pense aussi que nous avons aujourd'hui des pistes de réflexion. Nous avons pas mal de pistes, en tout cas de réflexion, qui peuvent nous permettre de mieux peser et de mieux relancer cette coopération qui est déjà formidable entre les deux villes de Marseille et de Dakar. Est-ce que je peux repartir sur le commerce? Je voudrais dire quelque chose à nos amis dakarois. Je voulais dire quelque chose parce que moi je fais partie de la Chambre de commerce franco-arménienne. Madame Reynaud le sait, puisqu'on a été ensemble il y a quelques années à Tunis, on a été à Dakar, là on est sur la décentralisation Marseille-Erevan. Mais je fais partie aussi de l'UCAB, qui est l'Union des chambres de commerce bilatérales de la région PACA, et nous avons parlé la dernière fois de savoir si nous ne pouvions pas organiser des chambres de commerce bilatérales d'Afrique en France, ou vice-versa. Et au mois de septembre, l'UCAB organise une soirée au World Trade Center pour justement convoquer les 78 consuls de Marseille et parler avec nos amis africains de savoir comment nous pourrions aider et travailler de sorte à ce que nous puissions nous rapprocher du système africain et monter avec la Chambre de commerce, par exemple, de Dakar, un lien avec une chambre de commerce sénégalo-française ou franco-sénégalaise. Nous, pour nous, ici, c'est de faire du franco quelque chose. Et j'ai déjà des relais sur le Bénin, sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire. Et j'étais en train de parler avec quelqu'un la dernière fois, justement, de ce lien avec Dakar, puisque moi, je suis associé avec un Dakarois sur Dakar, puisque vous savez que pour monter une affaire qui tienne la route sur l'Afrique, il faut être associé avec quelqu'un du coin, parce que moi, je ne connais pas la façon de faire, le parler, la mentalité, l'état d'esprit, etc. Et il me faut impérativement quelqu'un qui parle la langue, pas obligatoirement le mouride, mais ça peut servir. Le sénégalais de préférence, et à partir de là, je me suis relié avec un associé sénégalais qui est sur place et qui s'occupe de mes affaires actuellement. Donc à partir de là, je pense qu'au mois de septembre, nous allons parler des chambres de commerce bilatérales qui pourraient se faire avec l'Afrique, et nous faisons déjà le tour du Maghreb, et nous allons appuyer vers les pays africains du Sud, et nous allons réfléchir à tout ça, je pense, dès la rentrée. Ça pourrait peut-être être une piste et une idée pour pouvoir élargir un petit peu le sujet. Merci.
Juste un ou deux mots sur les deux interventions de nos invités, si je puis les appeler ainsi. Alors, préciser que, justement, en même temps que Michel, que si ici la loi date de 84, à Dakar, la loi sur la décentralisation est de 96. Mais qu'en ce moment, justement, une nouvelle loi est en préparation et que nous espérons qu'au terme de ce travail, plus de compétences, mais surtout plus de moyens seront affectés aux collectivités. Parce que la difficulté que nous avons beaucoup de compétences transférées et peu de moyens transférés. Et bien entendu, cela pose problème. Alors, j'en reviens maintenant à l'intervention de M. Ba, qui a souligné un sujet extrêmement important qui concerne la diaspora, effectivement. Il a bien raison de dire que c'est 694 milliards, mettons environ 1 milliard d'euros que les Sénégalais de la diaspora envoient au Sénégal. C'est quand même une manne financière extrêmement importante. Mais comme il l'a si bien dit, malheureusement, ces sommes ne sont pas utilisées dans des investissements, ces sommes sont utilisées pour vivre au jour le jour. Et c'est vrai que c'est un problème, et je suis totalement d'accord avec lui, qu'il nous faut réfléchir ensemble, l'État bien entendu, parce que vous le savez, ce sont des domaines sur lesquels la ville n'a pas une autorité totale, les banques, et là j'en profite pour jeter une petite pierre aux banques, justement, mon cher ami, les banques ne suivent pas toujours. Les banques n'accompagnent pas toujours les projets de jeunes Sénégalais qui ont des idées, et même des Sénégalais de la diaspora, qui veulent investir au pays. Les banques non seulement ne les accompagnent pas, mais ne les encadrent pas. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau de nos amis banquiers pour que, justement, cet argent important qui est envoyé soit utilisé du mieux possible pour donc booster un peu le développement. Parce que le problème que nous avons, nos entreprises ont des difficultés parce que justement, elles ne sont pas bien encadrées, mais surtout, encore une fois, elles ne sont pas accompagnées. Alors, pour répondre à notre ami, dont je n'ai pas retenu le nom, je l'avoue, celui-là, je l'ai retenu parce qu'il est bas comme moi. C'est facile, hein? Alors, donc, c'est dommage que mon collègue, qui s'appelle M. Seck, qui a en charge le commerce à la ville de Dakar, ne soit pas de la délégation. Il est vrai qu'il a fort à faire à Dakar. Vous savez qu'à Dakar, si vous regardez un peu avec les ambulants, nous avons en ce moment beaucoup de travail. Ceux qui connaissent Dakar, notamment nos amis sénégalais, qui viennent jusqu'à une période récente, franchement, Dakar, la ville était envahie, c'est le cas de le dire. Les trottoirs, il n'était pas possible de circuler, etc. Alors, mon collègue donc en charge de ce secteur est en train de faire un excellent travail puisque nous avons réussi sur le centre-ville au moins pour ceux qui ne sont pas venus à Dakar depuis quelque temps, quand vous viendrez, vous serez très surpris, tu as vu. Alors voilà, donc les trottoirs au centre-ville au moins sont dégagés et il est possible maintenant de circuler. Alors, par rapport à ça, c'est juste pour dire qu'il a été très chargé, mais je prends l'engagement ici de lui suggérer fortement de se rapprocher de la Chambre de commerce et de voir dans quelle mesure il serait possible justement de créer ces liens-là entre la Chambre de commerce et certaines, j'allais dire, personnes morales ici qui travaillent dans les secteurs du commerce. Et je suis certain qu'il ne va pas, il va vraiment sauter sur cette occasion-là pour voir ce qu'il sera possible de faire. Voilà donc vraiment en deux mots ce que je voulais apporter à ces deux interventions. Je voudrais rassurer encore le maire de Dakar et encore vous remercier puisque c'est un de mes parents et on ne se connaissait pas puisqu'on a le même grand-père, Mabadja Khoupa. Voilà, naturellement. Mais on m'en a parlé avant que j'arrive. Hein? Je suis client à la BO. D'accord. Donc on continuera après les discussions. Mais pour le rassurer, puisque je suis aussi heureux de voir qu'il y a un décideur d'un pays du Sud, de comprendre aujourd'hui les enjeux sur cette manne financière énorme, puisque nous avons des enjeux de deux ordres. Comment réduire les coûts des transferts pour mieux impacter les économies des pays récipiendaires. Oui, il est vrai que naturellement nous avons un banquier avec nous, un éminent banquier, qui comprend aisément que les banques prêtent leurs ressources. Donc pourquoi les banques en Afrique ne prêtent pas, puisque d'abord les fonds propres ne couvrent que 10 à 12% des risques. Et donc, naturellement, les banques sont obligées de protéger les dépôts de la clientèle
Et quand les fonds propres ne permettent de couvrir que 10 à 12% des risques, la banque ne peut pas prêter tout le temps. Donc il nous faut de l'épargne pour prêter. Et c'est là où nous avons maintenant, puisque le président sénégalais, je pense, aux 50 ans du NEPAD, a dit à Addis Abeba qu'il faut repenser de nouvelles formes efficientes de ressources. Nous avons aujourd'hui ces nouvelles formes, c'est la mobilisation optimale des envois de la diaspora. Et là, donc, naturellement, pour permettre aux banques demain de pouvoir plus financer l'économie, il faut que les banques aient de l'épargne. Et donc, nous avons aujourd'hui des pistes de réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inclusion financière à laquelle nous appelons, que le Maghreb a réussi à faire, puisque 90% de l'argent qui part aujourd'hui au Maroc ou en Tunisie passe, c'est du compte à compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent passe par des comptes et là, naturellement, les banques mobilisent l'épargne pour refinancer l'économie. Il faut juste qu'on arrive, et ça, je pense que c'est une volonté publique, une volonté politique, que tous les acteurs, comme vous avez si bien dit, monsieur le maire, les États, les collectivités locales, les banques, les sociétés de transfert d'argent se posent autour d'une table pour prendre ces décisions-là, parce que ce sont les États qui fixent les ratios réglementaires. Il faudra qu'on arrive à faire cette inclusion financière. Le Maroc est passé de 20 à 55% de taux de bancarisation. Nous sommes à peu près 10% en Afrique subsaharienne. La Banque centrale nous annonce 19% au Sénégal, mais là, on prend en compte ce qui est microcrédit, mais ça, c'est de la fausse bancarisation. Donc aujourd'hui, il faut juste qu'on arrive à trouver les moyens de bancariser, de faire de l'inclusion financière là-bas, sur place, que les gens soient bancarisés et que tous les flux qui arrivent du Nord et qui ne subissent pas la crise et qui continuent d'augmenter puissent être mobilisés pour refinancer nos économies. Et je pense que nous, en tout cas, nous serons à disposition puisque nous sommes un acteur dans ce continent et d'autres banques aussi. Il y va aussi de la... Je pense que c'est un peu des questions de développement qui dépassent les intérêts d'une seule banque. C'est vraiment toutes les banques doivent se poser autour de la table pour qu'on réussisse à capter ces flux importants qui ne souffrent pas de la crise financière pour financer nos économies. Donc je pense qu'on aura l'occasion de pousser la réflexion aussi dans ce sens, monsieur le maire. Alors est-ce que vous avez des questions à poser ou des suggestions à nous faire? Oui, allez-y, monsieur. Je m'appelle M. Ndaou. Je suis à Marseille depuis un certain temps. À l'époque, je fus délégué de l'armement sénégalais pour l'Europe. Je voulais un peu intervenir sur le problème des flux financiers. Il souffre un peu d'un problème de formalisme, parce que quand vous parlez de 33 milliards, c'est de l'argent qui est traçable, donc qui entre dans un circuit de banque à banque. Mais ce qui se fait de main à main, le monsieur qui va à l'aéroport, on surprend en lui disant que bon, vous allez donner à ma famille. Cet argent-là n'est pas traçable. Donc, quand vous parlez pour l'horizon 2014 de 34 milliards, moi je suis sûr qu'il y a 1 milliard, 2 milliards qui ne sont pas, disons, comptabilisés. Bon, en ce qui concerne maintenant l'impact de la diaspora dans la coopération, cette diaspora, elle est composée, disons, de saisonniers. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement, si vous voyez un peu le circuit financier au moment de ce que j'appelle la haute saison. Il y a un moment où les Sénégalais, comme en été aujourd'hui, partent à la conquête, disons, des marchés pour vendre, faire la saison de l'été. À cette époque, d'avril à novembre, ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils envoient. Mais je suis sûr qu'à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, l'argent, certainement, il y a peut-être 40-60% de flux financiers qui ne partent plus de la diaspora vers le pays. Pourquoi? Parce que ce sont des saisonniers. Ils viennent, ce qu'on appelle nous communément modou-modou, des gens qui, généralement des illettrés, qui viennent un peu faire le commerce pendant l'été et puis ils retournent. Ce qui fait qu'a priori, même si vous partez sur la base d'une bancarisation, comme vous dites, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus capter ce flux financier-là. Pourquoi? Parce que
ces gens-là, quand ils envoient de l'argent, ce n'est pas mobilisable. C'est pour leur famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mobilisable. Pourquoi? Parce que c'est 300 € qui partent pour régler le problème du ménage du 1er au 30. Il est impossible de mobiliser ça. Voilà ce que je vous plaît. Merci beaucoup, en tout cas, M. Diagne, pour cet apport. Mais voyez-vous, les Sénégalais de Marseille sont comme les Turcs de Berlin ou comme les Pakistanais de Londres. Donc, ce sont des commerçants transnationaux. Alors, aujourd'hui, quand on parle de bibancarisation, donc, voyez-vous, le phénomène, il est très simple. C'est-à-dire que les envois qui arrivent sur l'Afrique subsaharienne, c'est ce qu'on appelle du cash à cash. C'est-à-dire que c'est une personne qui se présente dans une société de transfert d'argent X en France, qui donne 300 € et que la personne à l'autre bout, qui n'est pas bancarisée, qui vient, qui prend 300 € et c'est ce qu'on appelle le cash à cash. Et puisque dans la chaîne de transfert, il faut juste comprendre que les transferts obéissent à deux logiques. Un, à une demande bien précise des récipiendaires, donc de la consommation. Deux, à des besoins bien déterminés de ceux qui envoient, c'est-à-dire l'immigré qui envoie pour construire sa maison, par exemple. Donc, quand on parle de bibancarisation, et là, je pense que c'est là, maintenant, la vraie réflexion qu'on doit poser, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la bibancarisation, c'est quoi? C'est que le Sénégalais qui envoie ici passe l'argent par son compte, et que l'argent n'est pas du cash à cash, c'est de l'argent qui est sur un compte bancaire. Et quand l'argent est sur un compte bancaire, là, nous pouvons mobiliser les ressources. Parce que je vous donne un exemple très simple. Nous, aujourd'hui, la Bank of Africa, nous avons mobilisé un peu plus de 30 millions € l'année dernière pour le réseau en Afrique. C'est 30 millions € qui est rémunéré toute l'année en France et que le réseau Bank of Africa réinjecte à la fin de l'année sur le continent africain. Maintenant, quels sont les freins et les limites de cette bibancarisation? C'est effectivement la différence entre les taux d'intérêt. Puisque aujourd'hui, le Sénégalais qui vit à Marseille, qui peut être bibancarisé dans son pays d'origine, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la différence entre les taux d'intérêt. Parce que ce Sénégalais-là veut acquérir dans son pays, d'abord sur le projet, c'est d'habitude un projet immobilier, c'est un frein par rapport à l'investissement, puisqu'il faut qu'on diversifie pour aller vers de la banque, vers la bourse, vers les actions plus que de l'immobilier. Et cette réflexion-là, aujourd'hui, le Sénégalais qui veut être bancarisé dans son pays, le frein, c'est que quand il veut emprunter dans son pays, la différence entre le différentiel des taux d'intérêt le décourage. Là, d'où la réflexion ensemble pour voir comment harmoniser les taux d'intérêt. Et ça, c'est déjà un truc énorme qu'on peut faire. Le deuxième frein, effectivement, c'est l'ancrage social. C'est-à-dire que le Sénégalais qui envoie de l'argent, ça répond à un besoin social. Mais aujourd'hui, le Maroc le fait. Le Maroc a réussi l'inclusion financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les envois des Marocains de la diaspora, à 95%, passent de compte à compte. Les banques marocaines, sur place, font de l'inclusion financière, bancarisent les gens. Quand l'argent arrive, on le mobilise, on le reprête. Même si on sort après tout de suite. Mais on fait de la rémunération de la collecte. Et sur ce dernier point de la rémunération de la collecte, parce que ça, c'est notre métier, nous, Bank of Africa. Voyez-vous, quand nous permettons aux banques du Sud de venir sur les marchés du Nord, naturellement en respect des procédures de tout ce qui est mission ACP, puisqu'il y a des conventions internationales sur le contrôle, l'autorité de contrôle prudentiel avec la zone CEDEAO aussi et l'UMOA, quand nous permettons aux banques du Sud de venir collecter dans les pays de départ, ça augmente, ça baisse le risque de l'informel qui existe toujours, et là vous avez bien raison. Maintenant, comment faire pour que ces gens-là qui utilisent l'informel, qui se présentent à l'aéroport avec 10 000 € dans leur bagage, aient plus de confiance pour le mettre dans les banques? Il faut qu'il y ait une soutenabilité de leur épargne et un accès normal et préférentiel à leur épargne le moment venu. Et il faut aussi qu'on leur assure une utilisation optimale des ressources et un accès normal au crédit dans leur pays d'origine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout est fait pour décourager cette collecte. D'abord, donc, le Sénégalais qui a 20 000 €, au lieu de le mettre dans une banque, va dire, mais si je le mets dans la banque, de toute façon, si je veux construire, on ne me prêtera pas de l'argent. Ce Sénégalais-là, il faut aujourd'hui qu'on réussisse à l'encourager pour qu'il soit bancarisé et que cette collecte puisse lui servir, le moment venu, à régler aussi ses projets, puisque chacun a un projet.
Donc voilà aujourd'hui les vraies questions et je pense que nous pourrons toujours trouver des réponses. Voilà, c'était très technique, pardonnez-nous, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une autre question? Loïc veut dire quelque chose. Oui, bonjour. Oui, moi j'avais... Non, je vais apporter une précision sur l'organisation. Tous les échanges sont enregistrés pour être ensuite diffusés tant à Dakar qu'à Marseille chez notre radio. Ça présente quand même un intérêt, donc ce n'est pas perdu. Les échanges ne sont pas perdus. Donc j'avais deux questions qui me sont apparues quand on a un peu échangé. C'est d'une part, il est très difficile, alors l'aspect informel est fort, d'avoir une idée précise des échanges économiques ou des échanges qu'il peut y avoir aujourd'hui entre Marseille et Dakar. On va dire Marseille au sens géographique du terme. On a beaucoup de mal à appréhender. Et là, il y a une absence d'appareil de connaissances, y compris au niveau du consulat. Je posais des questions de la chambre de commerce. Il y a des choses, on n'a pas vraiment d'informations. Donc on a rencontré... Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques entrepreneurs. Par contre, j'ai vu que la diaspora, ce n'est pas simplement le rapport. Il y a aussi des binationaux. Il y a des gens qui créent à Marseille et au Sénégal. On a un petit exemple avec les chaussures qui sont dans la vitrine, puisque c'est une artisane qui vit à Marseille, c'est fabriqué à Dakar. Donc ça, c'est, même si c'est très important pour elle, mais c'est très illustratif. Et en organisant cette table, il y a plein des entrepreneurs, des choses qui sont là. Et j'aimerais bien savoir si... Voilà, et une question qui est le frein, alors je le propose aussi, c'est est-ce que l'existence d'une ligne aérienne directe entre Marseille et Dakar, dont on nous a annoncé qu'elle pourrait revenir à l'automne, serait quelque chose qui permettrait de booster? Certainement, certainement. Est-ce que dans la salle, il y a des entrepreneurs? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui font des opérations à Marseille et qui voudraient exporter au Sénégal ou qui créent à Marseille qui font fabriquer au Sénégal? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Ah, allez-y. Ah, voilà, on en a deux. Allez, racontez-nous. Bon, j'accompagne une entreprise de Dakar qui fabrique des cosmétiques artisanalement et j'ai mis en contact avec un fabricant de Marseille Lafare les Oliviers, et donc ils sont en train d'étudier ensemble depuis un an comment développer la production de leurs cosmétiques qui étaient faits à base de produits naturels de Dakar pour le marché européen, pour pouvoir mieux pénétrer le marché européen, pouvoir aussi fabriquer ici. Et après, pouvoir faire un transfert de technologie là-bas pour fabriquer là-bas à moyen terme. Dans un premier temps, donc, très très bien. Des produits Béacare, des complexes Béatrice. Voilà, la créatrice, elle devait venir, mais elle n'a pas pu venir. Très bien. J'ai vu notre main se lever. Bonjour. Voilà, nous, nous sommes dans la production artistique. Donc, on favorise l'échange artistique entre le Sénégal et Marseille, notamment. Et chaque année, donc, nous essayons de solliciter des groupes pour aller faire des résidences de création artistique sur le Sénégal, et notamment une tournée, etc. Et le problème qui se confronte, c'est que beaucoup d'artistes sénégalais souhaiteraient venir dans le cadre d'une résidence artistique ici à Marseille, et que pour des histoires de visa, etc., c'est toujours les mêmes raisons qui ralentissent un peu notre qui ralentissent les relations. Exactement. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci, Madame, allez-y. Oh là là, on a la chance d'avoir Madame l'adjointe à la culture. Dites-nous un mot. Merci. Alors, moi, je voudrais encore revenir sur les jeunes qui rentrent au pays et qui n'arrivent pas à s'insérer là-bas. Je donne l'exemple, par exemple, de mon beau-fils qui était footballeur ici, qui a essayé d'ouvrir une école de football à Dakar, mais il a tous les problèmes du monde avec les banques. Alors, monsieur le banquier, moi, je voulais vous poser cette question. C'est-à-dire qu'il y a un autre circuit, à part les banques, les gens qui amènent eux-mêmes l'argent au Sénégal, et l'autre circuit,
de commerçants installés et à Dakar et en France, à Paris ou à Marseille, qui font cet échange d'argent, qui font ce transfert d'argent. Et ça coûte moins cher. Les gens préfèrent aller dans ces endroits plutôt que d'aller dans des banques comme Western ou Money Transfer, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour ces jeunes-là qui veulent vraiment rentrer au Sénégal, s'installer et travailler? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est venu pour installer l'informatique au niveau du conseil régional, mais il est complètement découragé parce qu'il est impossible de trouver quelqu'un pour le soutenir, l'encadrer financièrement. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais peut-être laisser la parole à M. Diallo, qui est l'ancien directeur d'Air Afrique, qui peut nous parler quand même des problématiques des compagnies aériennes. Justement. Voilà, je m'appelle Alioune Diallo. Je suis arrivé à Marseille il y a 7 ans. Donc, je suis le dernier arrivé, comme je dis, à mes compatriotes sénégalais. J'ai constaté que la liaison Dakar-Marseille souffre énormément du côté du transport aérien. Pour quitter Marseille, aller à Dakar, on est obligé de passer soit à Lisbonne, à Bruxelles, au Maroc, en Algérie. Et je trouve ça anormal. Parce que du temps où Air Afrique marchait, il y avait au moins une liaison entre Marseille et Dakar. On pouvait aller de Marseille à Dakar directement. Et ces voyageurs sont toujours là, sinon plus même. Ils sont toujours là. Et c'est une ligne qui est très, très rentable. Non seulement pour le transport des passagers, mais pour le fret aussi. Parce qu'on est obligé de passer par le maritime. Ça prend beaucoup de temps. Et vraiment, si on pouvait faire quelque chose avec notre nouvelle compagnie, nouvelle ou ancienne compagnie, Air Sénégal, Sénégal Airlines, essayer de trouver, même si la compagnie ne peut pas venir, la compagnie peut affréter des avions charter, faire du charter entre Marseille et Dakar, c'est rentable. Vous avez certainement raison. Alors, le sujet, c'est qu'actuellement, on n'a pas de représentant de la Chambre de commerce, mais une des vocations de la Chambre de commerce de Marseille, c'est notamment de gérer l'aéroport de Marignane et de susciter ces lignes. Et je pense qu'il faut écrire une lettre à la Chambre de commerce pour leur demander où ils en sont, parce que tout le problème, c'est ça, c'est-à-dire c'est la rentabilité. Mais enfin, je pense que la diaspora et puis même les relations entre Marseille et Dakar progressent actuellement. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Et donc, vous avez certainement raison. Je pense qu'une à deux liaisons par semaine serait tout à fait, devrait être rentable, je pense. Effectivement, parce que pratiquement tous les jours... Rentable et nécessaire. Tous les jours quand vous allez à l'aéroport. Oui, parce que c'est énervant d'aller à Paris. Moi, je suis rentré de Dakar et je suis arrivé à Paris sous la neige, alors qu'à Marseille, j'étais pas très content. Je suis resté 2 heures sous la neige, ou 3 heures sous la neige à Paris, en rentrant de Dakar et en arrivant à Marseille où il faisait beau. J'étais vraiment pas très content. Merci beaucoup. Le potentiel est toujours là, hein, d'autant plus que... Voilà, très bien. Il y a les jeunes, il y a des... Enfin, je ne veux pas dire ils ont fait des enfants, ils ont grandi et ils veulent connaître leur pays. Très bien. Et ça coûte trop cher aussi. Il faut quand même revoir ces pays. Très bien. Bon, je pense qu'on ne va pas répondre. Je ne vais pas vous redonner la parole sur les finances parce qu'on a déjà... et sur les échanges financiers, parce que c'est un vrai sujet. Mais c'est pas le seul sujet, parce que l'investissement dépend aussi de... Et là, c'est l'adjoint finance qui reparle de la gestion notamment des finances publiques et de faire des économies pour pouvoir investir. Mais enfin, ça, c'est un sujet très long. Peut-être que M. Bas voudrait dire un mot de conclusion, et puis après, je dirai aussi un mot pour remercier tout le monde. Pour aller juste dans le sens de M. Diallo, lorsque je vais à Dakar, c'est soit Paris, soit Casablanca. Vous savez qu'il faut la journée.
si vous passez par Casablanca avec le relais, il vous faut compter 16 heures à Marignane, 15 heures à Marignane, vous arrivez à 11 heures à Dakar, et ça fait un peu beaucoup pour ceux qui veulent travailler, sinon il faut passer par Paris. Et pour les transferts de marchandises, j'ai envoyé de la marchandise du Havre, de Bordeaux ou de Marseille en fret maritime, bien sûr, pas en frais, en normal, pour de l'alimentaire par exemple, ou du sec. Disons qu'il faut compter, Marseille c'est 15 jours, Bordeaux, Le Havre, il faut compter 3 semaines. Ça dépend si le bateau passe assez près, au bon moment, entre Le Havre et Bordeaux, et s'il passe assez rapidement pour pouvoir l'attraper au vol. Sinon, c'est entre 15 et 30 jours, quoi. Et ça, c'est un peu embêtant. Sinon, il faut l'envoyer par l'aérien, et là, ça coûte une fortune. Et même Marseille, Casablanca, Dakar, c'est très cher, attention. Hein. C'est aussi cher que Paris. Hein. Voilà, merci. Mon mot de fin ne sera pas très long. En réalité, il s'agit simplement pour moi de lancer un appel aux investisseurs, parce qu'en définitive, c'est de cela qu'il s'agit. Inviter nos amis entrepreneurs, nos amis artistes, quand je dis investisseurs, que ce soit au plan intellectuel, au plan financier, etc., les inviter à venir, et bien sûr à la diaspora en premier, parce que c'est, j'allais dire après tout, mais je devrais dire avant tout des Sénégalais, inviter donc toutes ces personnes susceptibles de participer au développement de notre pays à venir investir dans notre pays. C'est vrai que les conditions ne sont pas toujours réunies. Il y a des difficultés, mais comme partout ailleurs aussi, il y a des difficultés. Et il faut s'armer de courage. Il faut noter quand même, nous savons tous qu'il y a eu un changement politique important dans le pays et que la transparence, quoi que l'on dise, de plus en plus est une donne importante. Et je pense que cela également est un critère important pour des investisseurs. Donc c'est cet appel-là que je lance à toutes ces personnes susceptibles de venir investir dans le pays, en passant par la ville de Marseille, pourquoi pas, en tout cas, si c'est possible, de s'appuyer sur la ville. Je vois l'œil qui ne semble pas très truc, mais bon, enfin, en tout cas, dans la mesure où il pourrait vous conseiller, etc., je le dis surtout dans ce sens-là, mais en tout cas, venez investir, mais surtout, et ça c'est mon dernier mot, je suggérerai au maire de Dakar aussi, dans nos prochaines délégations, d'inclure aussi des hommes d'affaires qui viendront dans nos délégations et qui pourront peut-être échanger avec les hommes d'affaires de Marseille. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Donc, avant peut-être de remercier M. Ba, alors M. Ba, adjoint au maire comme moi, et M. Ba, banquier, et M. Abedikian, peut-être un mot pour généraliser les choses. Donc, les relations entre les pays, vous le voyez, sont à la fois des relations nationales, et vous le savez que les États et la France en particulier, par exemple, consacrent une partie d'argent à ces relations internationales, et notamment aux grands investissements, avec le désir d'accompagner le Sénégal, et c'est ce que font certains grands organismes. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les relations de ville à ville sont peut-être d'une nature différente. C'est-à-dire que c'est presque, dans mon esprit, c'est des relations amicales. C'est-à-dire qu'à force de se connaître, on n'arrive pas à régler tous les problèmes. Aujourd'hui, on a parlé des problèmes de transfert. Nous, on a pu regarder les problèmes financiers, les problèmes de tourisme. Mais ce qui est très très important, je crois, c'est de créer cette vie ensemble, c'est d'avoir des relations, de créer l'amitié, et c'est à partir d'une multiplicité de relations, d'une multiplicité de connaissances que les investissements suivront. C'est-à-dire dire bien sûr qu'il faut investir, mais je crois qu'il faut d'abord bien se connaître, créer des réseaux, et c'est ça tout le travail, notamment à la mairie de Marseille, mais c'est aussi le vôtre, c'est créer des réseaux, et c'est à partir de ces réseaux d'amitié, de connaissances humaines, qu'on arrivera ensemble à progresser. Et donc cette réunion d'aujourd'hui le but en était là, et naturellement, cette semaine, avec la fête ce soir, et demain ça continue, voilà l'occasion
de mieux se connaître entre nous et donc de progresser ensemble. Merci encore de votre présence, merci d'être venu de Dakar, malgré toutes les complications et malgré tous les difficultés d'avion. Et nous allons écrire à la Chambre de commerce pour leur demander une ligne directe Marseille-Dakar tous les jours. Merci beaucoup.